Donc bienvenue à toutes et à tous en ce jeudi 10 janvier. Voilà, on est déjà le 10 janvier. Voilà, l'année 2019 voilà, est bien entamée déjà. J'en profite donc pour vous souhaiter une dernière fois une très bonne année. Je veux remercier aussi tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages voilà, pour la bonne année et pour mon anniversaire. C'est très gentil, je vous en remercie. Et on attaque tout de suite le tracker avec une vue d'ensemble. Donc on en est bientôt au 193e jour de course. Voilà, c'est assez fou, mais voilà, on y est. Et donc pour faire une petite vue d'ensemble, donc nous avons Jean-Luc Vandened ici, toujours en tête de la course, avec Mark Slatz qui s'est bien rapproché, on va le voir juste après. Ukuranma, lui, est toujours dans l'hémisphère sud, devant Istvan Kopar, là, qui est un peu plus décalé dans son ouest, et notre ami Tapio Lehtinen, qui lui est toujours dans le Pacifique, à des vitesses relativement lentes. Et alors il est exactement, il est dans la zone, en tout cas proche de la zone où Suzy avait malheureusement dématé et dû couler son bateau avant de se faire... récupéré donc par un cargo. Donc voilà pour la vue d'ensemble. On va commencer par la tête de la course, une fois n'est pas coutume. Et on va se rapprocher un petit peu, voilà, des deux premiers concurrents, parce qu'il se passe évidemment des choses très intéressantes. Donc il semblerait, on avait dit en début, il y a une semaine maintenant, que Jean-Luc serait bloqué par une zone de haute pression. Et c'est malheureusement pour lui ce qui s'est produit. Il semblerait qu'on arrive à la fin de la punition pour Jean-Luc, puisque vous voyez, il avance là à 3 nœuds maintenant. Il a envoyé un petit message en disant que le vent avait l'air de tenir, d'être plus stable, moins évanescent que ces derniers jours, et que voilà, il commençait à espérer que ce soit la fin du calvaire, puisque effectivement ces derniers jours n'ont pas été faciles et ont mis à rude épreuve les nerfs du leader de la course, qui tient encore son rang voilà, de leader, mais c'est de plus en plus compliqué parce que Mark Slatz, derrière, lui, ça fait un moment qu'il est bien calé dans les alizés et qui remonte donc sur notre Jean-Luc qui est, lui, très freiné par la météo. Donc si on regarde un petit peu dans le détail, je viens de regarder, si on s'intéresse à la distance au but, Jean-Luc est encore à 2021 000 donc, des Sables d'Olonne, pendant que Mark Slatz, lui, est à 2267 000, pardon, donc ça fait un différentiel de 240 000 en gros. Donc ça a bien réduit, considérant que Jean-Luc avait à un moment donné plus de 2000 milles d'avance. Maintenant, on va regarder la distance entre les deux marins, entre les deux bateaux. Voilà, et là, on est plus aux alentours des 420 000. Donc voilà, ça fait deux niveaux de comparaison, deux niveaux de référence, sachant que la distance la plus courte n'est pas nécessairement la plus rapide en voile. Donc ça vous donne deux indications donc sur ce qui peut éventuellement influer sur les prochains scénarios. En parlant de prochains scénarios, on va s'intéresser à la météo qui va suivre. Donc là, on va enlever un petit peu, voilà, pour que ce soit un peu plus lisible. Et donc là, on est le 10 janvier et on va avancer un petit peu dans la journée et on voit que petit à petit, eh bien, effectivement, cette zone de haute pression semble se combler. Voilà, et Jean-Luc va pouvoir bénéficier d'un vent plus stable et on voit que ça se comble, voilà, entre les deux marins et ils vont se retrouver peut-être dans le même système, et ce qui va permettre donc là d'attaquer un duel, on va dire, à armes un peu plus égales, si ce n'est que Jean-Luc, logiquement, a un bateau un petit peu moins performant. On sait qu'auprès, il navigue à peu près à 80% des polaires du bateau. Il a un mât un peu plus court et il a des enrouleurs de voile d'avant.
ce qui fait une configuration générale un peu moins performante que Markslads. Donc en vitesse pure, Markslads est censé être un petit peu plus rapide. Donc ce qui va être intéressant de voir dans les prochains jours, c'est est-ce que Markslads va essayer d'effectuer une route un petit peu plus courte en se rapprochant de l'Est. On va regarder à quel niveau est la route la plus courte. Voilà, c'est matérialisé ici par ce trait rouge, voilà, avec les petites flèches. Donc on voit que Marc parcourt un petit peu moins de distance que Jean-Luc pour l'instant. Donc est-ce que dans les prochains jours, en fonction de la météo, il va essayer de se décaler un petit peu vers l'est. Alors on voit que là il y a une petite zone de haute pression qui pourrait éventuellement représenter une difficulté. En plus l'orientation du vent ne va pas lui permettre de beaucoup se rapprocher de l'est, à moins de tirer des bords, ce qui serait pas forcément idéal en termes de vitesse de rapprochement au but. Donc voilà un petit peu dans les prochains jours ce qui va se produire. On voit que bon, c'est essentiellement du pré quand même pour les deux marins, et notamment pour Jean-Luc, là, qui a carrément du vent de nord, donc il va falloir qu'il fasse du pré. Mais il y a une petite zone ici, effectivement, a priori, qu'il va falloir plutôt contourner, à mon avis, même si finalement, bon, on voit que ça peut amener aussi des vents portants. Donc bon, ça c'est les marins qui vont décider de leur stratégie, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on sort de cette zone sans vent pour Jean-Luc Vandened, et ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, parce que son avance a quand même considérablement fondu, hein. Il était plutôt lui aux alentours des 2 nœuds, pendant que Markslads était à 5 nœuds. Il a effectué sa pénalité le 5 janvier, donc maintenant il est clair de toute pénalité. Il peut avancer sans problème vers les Sables d'Olonne, mais en tout cas, voilà, dans une configuration de vent qui va être maintenant plus favorable et en tout cas plus équilibrée entre les deux marins. Donc, affaire à suivre, mais en tout cas, il va se passer des choses nécessairement intéressantes. Vous voyez, quand on regarde la trace de Jean-Luc, on voit quand même qu'il a dû beaucoup passer de temps à la barre, beaucoup régler. On voit que sa trajectoire est beaucoup moins limpide que celle de Markslads, lui qui était installé dans les alizés. Et donc maintenant, logiquement, il devrait pouvoir un petit peu plus se reposer sur son régulateur d'allure et se reposer un petit peu en profitant d'un vent plus stable. Donc voilà pour nos deux marins de tête. On va descendre un petit peu. Voilà, on va passer dans l'hémisphère sud et on va retrouver notre Estonien Uku Randma, qui est solidement installé en position, en 3e position. Donc on voit que là il est poussé par des vents de sud, sud-est, bon, qui devrait faiblir un petit peu en passant un petit peu à l'est. Mais il va rester dans un régime de vent portant qui vont l'emmener. Il devrait passer cette petite zone là sans vent. Ouais, il risque d'y être englué un petit peu. Donc il va être ralenti là, assurément dans les prochains jours. Voilà, donc il va s'affronter là pendant les prochains jours. Il sera dans du vent portant, mais pas très très fort. Bon, ça va lui permettre peut-être de se reposer un petit peu et de profiter de la météo qui devrait quand même être relativement agréable avant de rentrer à nouveau bientôt dans des régimes plus sans doute perturbés et dans des températures plus froides. Donc voilà une zone qui va être a priori relativement agréable pour notre ami Uku Randma. Ce qui n'est pas du tout le cas d'Itzvan Kopar, qui s'est plaint dans un message. Il a envoyé un message qui était comme ça assez bien formulé, qui disait « ça serait une mer parfaite pour l'enfer ». Donc ça laisse supposer que c'est évidemment très très inconfortable.
Et il y a une raison à cela, a priori, c'est que, vous voyez, si on s'intéresse au courant, on voit, donc là on a le vent. Vous voyez, on a un vent de sud-ouest, et quand on regarde le courant, eh ben lui, le courant, il vient plutôt du nord-ouest, donc on a un peu un effet de vent contre courant, et là le courant est assez puissant, vous voyez. Là, il est au tout début du courant, et on imagine que ce vent contre courant doit lever une mer assez courte et assez désagréable. Et donc, voilà, notre ami István Kopár, l'américano-hongrois, il en souffre. On sait que, en même temps, c'est lui qui a fait la plus belle progression, a priori, depuis son passage du Cap Horn, si on le compare aux 3 autres bateaux qui sont déjà passés devant lui. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais en tout cas, la navigation se fait plutôt dans l'inconfort et la difficulté. Donc on va regarder un petit peu les prévisions météorologiques. Bon, ça va continuer, voilà, à être du vent quand même principalement portant ou de travers, avec des petites zones de transition. Donc il va y avoir beaucoup d'orientations de vent différentes. Il va falloir être assez vigilant pour bien avancer dans la bonne direction. Voilà, et après, donc, ça va plutôt être du près. Du près pour notre ami István Kopár, voilà, à partir du 12. Donc ça sera de plus en plus difficile pour lui de monter directement au nord. Il faudra qu'il soit plutôt vers le nord-ouest, comme ça. Et ça va finalement l'obliger à se rapprocher de la route directe, ce qui est plutôt une bonne chose, puisqu'il parcourra moins de distance. Mais en tout cas, il n'y a pas de système météorologique vraiment méchant en formation autour de lui. Ça va quand même être relativement sportif, mais il sera monté un peu plus haut d'ici le 13 janvier, donc il devrait échapper au plus fort du vent et retrouver des vents portants qui vont eh bien, le tirer vers le haut, voilà, aux alentours du 14, enfin même à partir du 13 janvier, voilà, il aura des vents portants qui vont l'emmener vers le haut. Donc voilà pour notre ami István, mais voilà, comme on le disait tout à l'heure, si on reprend la carte des courants, il va être quand même pas mal embêté par une mer difficile générée par le vent contre courant pour toute la journée d'aujourd'hui, a priori. Voilà pour notre ami István Kopár. On va s'intéresser maintenant au seul concurrent qui reste encore dans le Pacifique, notre Finlandais Tapio Lehtinen. Et lui, voilà, donc vous voyez, je le disais tout à l'heure, il est passé juste sous le point où Susi Goodall avait abandonné son bateau, et donc il a coulé depuis, malheureusement. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est imposé par les règles de sauvetage quand on récupère un marin. Le bateau doit être coulé, sauf si c'est dans une zone qui est protégée. Mais en tout cas, voilà, Tapio, voilà, il a visiblement, il essaie d'enlever ses bernacles sous le bateau. Il y travaille parce que c'est vraiment une vraie difficulté pour lui aujourd'hui. Sa vitesse, sa faible vitesse l'expose beaucoup aux éléments. Et il est encore dans le Pacifique. Et donc c'est un problème parce qu'on va regarder ça de près, mais a priori, il y a des systèmes qui vont se présenter à lui. On va retirer la zone, voilà, pour que ce soit plus lisible. Donc ça, c'est la situation au 10 janvier. Tapio, voilà, il marche. À quelle vitesse marche-t-il, Tapio? Voilà, il est à 2 nœuds 3 encore, donc vous voyez, vitesse très faible. Il va être menacé, a priori,
par un système qui va se développer aux alentours du 12. Vous voyez, ça commence là. On va prendre un peu de recul pour avoir un peu plus de vision. Voilà. Et vous avez ce gros système, qui va se développer voilà, dans son ouest et qui va le rattraper. Mais logiquement, Tapio, il devrait être un petit peu au-dessus à ce moment-là. Voilà, il devrait échapper au plus fort du système. Donc pour celui-ci, pour cette dépression-là, ça va plutôt bien se passer. La difficulté, c'est que c'est plutôt 3 jours après, aux alentours du 15, que là, ça va devenir vraiment plus solide. Vous voyez, Tapio est là. Et il y a un gros système là qu'on voit arriver ici. Ah non, pardon, ici, voilà, et qui va descendre sur lui. Et là, il aura avancé un petit peu à ce niveau-là et il devrait être impacté par ce phénomène là de façon assez violente du fait de son manque de vitesse et donc il le rend vulnérable. Donc c'est un petit peu compliqué pour lui parce que d'un côté, il doit passer au-dessus d'un système donc en faisant du nord et ça l'oblige à faire du nord et du coup, le système qui descend sur lui va l'impacter assez violemment. Donc c'est une situation un petit peu compliquée pour Tapio Lehtinen et il faudrait vraiment idéalement qu'il réussisse à enlever toutes les bernacles qu'il a sous sa coque pour rejoindre le Cap Horn le plus vite possible parce que là il est quand même dans une configuration assez qui le rend très vulnérable du fait de son manque de vitesse. Et plus il parviendra à récupérer de la vitesse et plus il se rapprochera rapidement du Cap Horn et moins il sera vulnérable au système qui reste encore très actif évidemment dans le Pacifique Sud. Donc voilà un petit peu pour la situation d'ensemble ce matin donc sur la flotte de la Golden Globe Race. On voit que voilà, pour résumé, Jean-Luc a repris enfin un peu de vitesse, à voir maintenant comment Mark Slatz va se comporter derrière lui, s'il va s'engager dans son sillage et essayer de faire une course de vitesse avec Jean-Luc, ou est-ce qu'il va tenter une autre trajectoire. Ça paraît un petit peu compliqué vu l'orientation des vents. Ou courant de mât, lui, va rentrer dans une zone de vent faible. Itzvan Skopar, il est dans une mer très désordonnée du fait du courant qui coule contre le vent. Et Tapio Lehtinen, lui, il va avoir affaire avec deux gros systèmes météorologiques. Un, le 12, au-dessus duquel il devrait passer assez sereinement. Et un deuxième, aux alentours du 15 janvier, qui, lui, s'annonce beaucoup plus inquiétant. Donc voilà pour la situation au matin de ce jeudi 10 janvier, près de 193 jours de course et encore 2000 milles à parcourir pour les leaders pour rejoindre les Sables d'Olonne où ils sont attendus fin janvier. Donc merci beaucoup, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous à demain pour le live questions-réponses. Bonne journée.